18h. Voilà, 18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre les aléas du direct. Avec trois thématiques avec les professeurs. Professeur Mbata, il sera avec nous. D'ailleurs, lui, c'est là qui sera notre invité principal. Parlement congolais, les vacances sous la session. Nous savons qu'au niveau du Sénat, c'est déjà les vacances parlementaires, alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés continuent toujours. Et à en croire le dernier rapport du rapporteur de cette institution, il parle déjà de 60 députés qui devraient se réunir. Nous allons parler avec le professeur Mbata. Il est avec nous. État de droit en République démocratique du Congo, les contours. Notre troisième invité, John Chitenge, il est analyste, il est aussi un confrère, c'est un journaliste. On va essayer d'en parler. Alors, santé, les écrits du confinement, Alfred Dibondi, c'est un chercheur, un avocat. Il sera de notre. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Fidèles téléspectateurs, c'est tout de suite. Est-ce que ça s'est déjà arrivé en République démocratique du Congo, où nous sommes dans un système bicaméral, le Parlement, le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est en pleine séance, alors que le Sénat est déjà en vacances. Nous allons parler avec le professeur André Mbata. Bienvenue, professeur. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci aussi surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Vous êtes aussi professeur en droit constitutionnel, professeur au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et donc la session continue. Qu'est-ce qui explique qu'au niveau du Sénat, ce sont les vacances qui s'annoncent? Bon, je crois que vous avez posé une question là très importante parce que notre peuple, nos téléspectateurs doivent comprendre que nous avons affaire ici en République démocratique du Congo à un parlement bicaméral qui est composé de deux chambres. L'une, c'est l'Assemblée nationale et l'autre, c'est le Sénat. Et comme le dit la Constitution elle-même, je crois, la Constitution est claire, chaque chambre est autonome. Chaque chambre dispose d'une autonomie administrative et financière. Et il y a des matières qu'une chambre peut faire que l'autre ne peut pas. Prenez par exemple le cas de la motion de censure. L'Assemblée nationale peut faire partir un gouvernement, c'est arrivé au mois de février dernier, alors que le Sénat ne peut pas le faire. Bon, ce que je dois dire d'une façon précise comme réponse à votre question, c'est que l'état de siège a été proclamé dans notre pays par le président de la République au terme de l'article 85 de la Constitution. Et le constituant, c'est-à-dire le peuple souverain, est clair dans cette même Constitution, à l'article 144 alinéa 3, le constituant a stipulé clairement qu'en cas d'état de siège ou en cas d'état d'urgence, il y a deux hypothèses. Okay. La première hypothèse est que si les parlementaires sont en vacances, ils doivent être rappelés. On doit mettre fin aux vacances des parlementaires en cas d'état de siège ou d'état d'urgence parce que nous avons ici affaire à à une situation exceptionnelle. Il y a des circonstances graves qui menacent le fonctionnement régulier des institutions. Si donc les parlementaires sont en vacances, ils doivent être rappelés, finir les vacances, parce que le pays est en guerre. L'autre hypothèse, c'est celle dans laquelle le Parlement est en session. Et ici, la Constitution a été également claire que lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé et que pendant cette période-là, le Parlement est en session, la clôture de la session est retardée. Voilà donc la raison principale pour laquelle les députés nationaux, qui au terme de l'article 100 de la Constitution représentent la nation, les députés nationaux continuent leur travail parce que lorsque la nation est en guerre, et c'est le cas de le dire, lorsque la nation est en guerre,
les députés nationaux qui représentent le peuple ou la nation ne peuvent pas se donner les vacances. Voilà, professeur, on vous a vu par rapport à la dernière loi d'habilitation qui a été d'ailleurs rejetée par l'Assemblée nationale. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, c'était un peu ambigu l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et vous êtes monté au créneau pour un peu dénoncer le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à cette interprétation de l'article 144. Ben effectivement, je viens de vous dire. Oui. Et j'ai la Constitution avec moi, c'est l'article 143. Elle est claire. Oui. Je ne sais pas si je pouvais lire Oui, l'article. lisez, professeur. Merci. L'article 144 de la Constitution de la République. Sur l'état de siège ou l'état d'urgence. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état de siège comme l'état d'urgence est proclamé et déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Les termes, ils doivent être bien compris. De plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet. L'autre alinéa, le troisième, la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé. Voilà ce que dit la Constitution. Dans la première hypothèse, on utilise le concept de plein droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Et c'est que la Cour constitutionnelle a interprété, c'était comment? Bon, la Cour constitutionnelle, vous savez, je suis député national, je représente mon institution, je ne viens pas défendre ou dire des choses contre la Cour constitutionnelle comme le Sénat, mais je viens dire des choses comme député national qui représente la nation. Le constituant a dit clairement que lorsque l'état de siège ou d'urgence intervient et que le Parlement est en session, la session est de droit retardé. Les termes sont clairs. De droit retardé. Et je crois même, vous faites allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dans un premier temps, ils ont reconnu cela. Que la session est de droit retardé. Mais elle et a après, pas dit, il y a eu cet dans son arrêt, on a senti la Cour constitutionnelle n'a pas été un peu explicite. Bon, ça, il faut poser la question à la Cour, à la Cour constitutionnelle. Oui. Nous, on applique la Constitution. C'est comme si on vous dit, écoutez, vous avez deux alternatives. Allez vous reposer ou bien continuer à travailler. Vous dites ça à votre enfant vous dit non, non, il y a encore beaucoup de travail, papa. Moi, je ne veux pas me reposer, je ne vais pas à Paris, je ne vais pas à Londres, je ne vais pas en Afrique du Sud pour des vacances. Vous savez ce que c'est que les vacances? Les députés nationaux qui représentent la nation ne peuvent pas se donner le luxe des vacances pendant que la nation est en péril. Et c'est la décision qui a été prise au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et les sénateurs peuvent le faire comme ils le font. Bon, il faut poser la question aux sénateurs parce qu'ils ont des compétences précises. Et vous savez qu'au terme de l'article 105 de la Constitution, nous avons les sénateurs et les députés nationaux, nous avons tous ces mandats nationaux. Mais la différence, c'est laquelle? Chaque sénateur représente sa province alors que le député national représente la nation. Voilà, vous êtes aussi président des PAJ. Est-ce que seriez-vous aujourd'hui favorable à pouvoir accueillir dans votre commission l'examen? Parce qu'il y a un sujet qui a fait débat sur la congolité. On voit même certains députés qui seraient porteurs, qui voudraient certainement prendre cette loi et déposer au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que président de PAJ, serez-vous favorable à pouvoir aussi traiter ce dossier? Bon, il faut dire une chose, oui. C'est que l'initiative de loi appartient au gouvernement, à l'exécutif ou à législatif. C'est ainsi qu'on fait la différence entre le projet de loi, lorsque l'initiative vient du gouvernement, et la proposition de loi, lorsque l'initiative vient d'un parlementaire. Alors, dans le cas précis, le cas auquel vous faites allusion, il faut que la matière arrive d'abord à l'Assemblée. Donc jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, en tout cas pas au niveau de l'Assemblée ni au niveau de la Commission. Et lorsque ce sera arrivé, lorsqu'elle aura été déférée à la Commission PAG que j'ai l'honneur de diriger, à ce moment-là, je serai en mesure de répondre à votre question. Mais dans l'état d'espèce, nous entendons, les gens parlent. Évidemment, la Constitution de la République reconnaît à tout le monde la liberté d'expression, la liberté de penser. Eh bien, ça participe. Ça fait partie de la vitalité de la démocratie, de l'état de droit qui est de plus en plus, sur lequel nous insistons davantage depuis que l'Union sacrée dirige ce gouvernement et depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de l'État congolais. Alors, d'aucuns vous accusent d'avoir charcuté la loi sur la Commission électorale nationale indépendante. Ça dit que ce n'est pas le sens dans lequel l'initiateur a voulu que ça soit abordé, mais vous aviez voulu l'aborder selon des accointances politiques. Au lieu de dépolitiser la CENI, ça n'a pas été le cas.
Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. L'initiateur, c'est qui l'initiateur? On le connaît, il est membre du gouvernement. Oui, il n'y a plus de... C'est Christophe Lutundula. Oui. Est-ce que c'est lui dont vous parlez? Oui, c'est lui. C'est lui qui vous a dit qu'on a charcuté sa loi? Non, j'ai dit d'aucuns. C'est-à-dire que vos adversaires politiques... Vous savez, vous êtes un grand média, vous devez être d'aucuns. C'est qui, d'aucuns? Oui, certains. La Mouka, d'ailleurs, la Mouka parle de la non-dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Pour la Mouka, il voudrait que ça soit beaucoup plus dépolitisé, la CENI. Bon, une première question, une précision. Vous êtes grand journaliste. La Mouka, c'est quoi? Parce que le MLC est dans la Mouka, l'ensemble est dans la Mouka. De quelle la Mouka vous parlez? Vous parlez de l'ensemble? La Mouka où il y a Fayoulou ainsi que Mouzito. Oui. Bon, disons d'abord une chose. C'est un problème des concepts. Et tous ceux qui ont étudié les sciences politiques, c'est que pour la politique. Tous ceux qui ont fait le droit ou les sciences politiques peuvent vous définir la politique et dépolitiser. Dépolitiser, c'est quoi? Il faut définir les concepts. Dépolitiser, la politique ne s'attaque pas seulement à l'activité des partis politiques. Vous voyez le mot police. C'est tout ce qui se rapporte à la bonne marche de la cité. C'est comme ça que les Grecs entendaient pour la politique. Alors quand vous dites dépolitiser, c'est quoi? Il faut avoir une bonne compréhension de la dépolitisation elle-même. Bon, je comprends que c'est un rapport, c'est une conception intriquée en rapport avec les partis politiques. Nous, ce qu'on a fait, j'ai dit à plusieurs reprises que la démocratie, c'est un concept éminemment politique. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Et une institution d'appui à la démocratie, la CENI ne peut pas être dépolitisée, il est déjà politique dans son essence. Et c'est comme ça, vous parlez à quelqu'un, membre de président de la PAGIF, bien sûr, membre de l'Assemblée nationale, mais j'étais à Sun City, en Afrique du Sud. Oui. On ne parlait pas de la CENI. Nous savons comment les choses ont été mises en place à la CENI. Nous savions que ce serait une structure qui impliquerait et les politiques et la société civile. C'est ce que nous avions fait à la CENI. Et même, parlons de la proposition de loi. La proposition de loi que nous avons examinée, elle n'est pas venue de la Mouka, de cette aile-là de la Mouka. Oui, oui. Elle n'est pas venue, cette aile-là de la Mouka n'a jamais fait une proposition de loi. Jamais. Alors si vous n'avez jamais fait une proposition de loi, c'est la proposition de loi Lutundula. Comment vous avez dit on a charcuté notre œuvre? Ce n'était pas d'abord votre œuvre. Vous n'avez jamais conçu une proposition de loi. Et alors quand elle est arrivée, ce qui nous est arrivé, c'est quoi? Nous, on a proposé. Donc, dès le départ, on prévoyait, dans la composition de la CENI, 5 membres de la majorité, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. Et si vous additionnez 5 de la majorité, 5 de la société de l'opposition, ça fait déjà 10. 10 sur 15. C'était ça la proposition initiale. C'est pour vous dire qu'eux-mêmes, l'initiateur comprenait déjà au départ que la CENI ne pouvait pas être dépolitisée. Et c'est ça, cette proposition de loi qui a été accueillie, saluée par toute la société civile et les confessions religieuses. Voilà qui nous est arrivé. Et nous, on peut dire aujourd'hui, sous ce gouvernement de l'Union sacrée de la nation, sous cette présidence de Félix Tshisekedi, enfin, ou disons pour la première fois, nous serons en mesure de porter le nombre de membres de la société civile de 3 qu'ils étaient depuis 2006. Nous avons décidé sous ce mandat de le porter, de le doubler presque, de 3 à 6. Et cela ne va être possible que sous ce mandat et sous ce régime. Il faut le reconnaître. On va plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait dès que vous êtes nommé membre de la CENI? Et nous espérons que la proposition de loi peut être promulguée par le président de la République cette semaine. Vous n'avez plus de lien avec votre parti politique. Vous allez couper. Plus de liens. Est-ce que ça sera faisable? Parce qu'on a vu dans toutes les... Ça ne se verra plus. Vous ne verrez plus ces membres de la CENI avec un calico, avec l'effigie d'une autorité morale. Ça n'existera plus. Est-ce que ça sera possible? Aujourd'hui, l'UDPS aussi, peut-être l'UDPS pourrait avoir la vice-présidence de la CENI. Est-ce que vous donnez à un cadre ou un membre de l'UDPS, il ne pourra pas défendre les intérêts de l'UDPS au niveau de la CENI? Mais est-ce que vous connaissez un parti où les militants disposent de plus d'indépendance qu'à l'UDPS? Objectivement, est-ce que vous connaissez dans ce pays un parti dont les militants peuvent se critiquer eux-mêmes et critiquer même leurs responsables? Un pays où il n'y a pas un parti où il n'y a pas d'autorité morale. Le pays le plus démocratique que l'UDPS, ça n'existe pas dans le concept, dans le contexte actuel de notre pays. Donc, si un membre vient de l'UDPS, il est à la CENI, bon, c'est tout à fait normal pour lui, nous sommes habitués, il sera indépendant, il ne viendra plus aux réunions de l'UDPS parce que nous l'envoyons là comme missionnaire
et pour montrer, contribuer à la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Parce que imaginez-vous, si un membre continue à avoir des relations, à se comporter comme un membre d'un parti politique, comme on l'a vu dans le passé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'argent de la CENI financer même certains partis politiques. Dans ce cas, la loi a prévu des sanctions, c'est la déchéance. Et ça, ce sont des choses nouvelles, parce qu'on vous pose non, on a charcuté. On a charcuté quoi? La loi. Il n'y a pas de réforme. Voilà, il y a essentiellement des réformes. La loi, on a charcuté votre loi, mais vous n'avez jamais une initiative. Et je dois dire au niveau de la PAJ, je parle des politiciens auxquels vous faites allusion, nous n'avons jamais reçu un seul amendement de leur part. Aucun amendement. Pas un seul. Alors on raconte quoi? C'est pourquoi on dit c'est du populisme ou de l'obscurantisme. On n'a jamais reçu un amendement. Voilà. Et il faut dire aussi également que c'est parce que vous faites allusion à eux. Mais l'un d'eux siège avec nous à l'Assemblée nationale. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Non, laissons ces débats-là. Je crois que la prochaine loi va être promulguée. L'essentiel, maintenant, il faudra qu'on désigne les membres de la CENI, que chaque parti se prépare. Au lieu d'avoir 3 membres à l'Assemblée nationale, 3 députés, battez-vous pour être un parti national, pour avoir la majorité demain. C'est ça le débat fondamental. Voilà. À quand les grandes réformes tant annoncées? Parce qu'on a vu avec l'Union sacrée qu'il devrait y avoir des réformes, et il y a d'autres qui commencent beaucoup plus à s'impatienter. Des grandes réformes, par exemple au niveau de 2 tours d'élection, au niveau de nationalité. On attend vraiment des grandes réformes. Ça prend du temps, professeur. Mais ça ne prend pas du temps. 3 mois, vous comparez à 18 ans? Non, mais ça prend du temps. On comprend l'impatience de notre population. Ils sont restés pendant 20 ans, pendant 30 ans. Alors on comprend l'impatience, mais on comprend aussi l'espoir qu'ils nous portent, qu'il soit calme. Les réformes annoncées, parce qu'on doit changer ce pays. Et l'avènement de Félix Tshisekedi à la présidence de la République et de l'Union sacrée, ce n'est pas faire comme des choses, ce n'est pas des choses comme on les faisait avant. Nous devons transformer ce pays, et pas seulement l'Union sacrée. C'est tout notre peuple. Tout le monde s'est battu. C'est pourquoi il faut que tous ensemble, et surtout que nous venons de commémorer le 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je crois qu'il faut mettre à part les distractions inutiles, mettons-nous ensemble, réfléchissons pour voir comment, en regardant même au préambule de la Constitution, comment nous pouvons bâtir au cœur de l'Afrique une nation puissante et prospère. Voilà, pour terminer avec vous, professeur, cette affaire qui a fait jaser. Vous allez aussi avoir votre Jeep. Bon, j'aurai ma DIP. Vous l'aurez? Je l'aurai, non seulement je l'aurai, mais les Congolais... Ah non, mais conscience. Non seulement cela... Vous n'aurez pas une conscience un peu chargée? Non. Parce qu'il y a déjà des remous, des agitations dans la classe politique. Ce n'est pas la classe politique. Vous voyez, le terme classe doit être un peu... Ouais, la classe, c'est quelque chose de nouveau, de la hauteur. Mais quand on est de la médiocrité, on ne peut pas faire la classe. Comment ça? Oui, en français, la classe. Ça, c'est de la classe. Ça, c'est du haut niveau. Ce n'est pas la médiocrité. Il ne faut pas confondre médiocrité à la classe. Évidemment, tout individu peut avoir ses idées. Tu ne peux pas être chez toi en train de penser, et les médias vont prendre tel... Non, c'est la classe politique. Ça, ce n'est pas la classe politique. Donc, j'aurai ma palissade. C'est DIP. Et je suis président de la PAJ. 54 000 $. Vous avez 54 000 $, alors qu'il y a d'autres priorités par rapport à ça. 54 000 $ fois 500, ça fait 27 millions de $. D'où est-ce que vous tenez les chiffres? Non, mais non, il faut une palissade, ça coûte... Qui vous a dit ça? 54 000 $. C'est moins que la TXL, il faut dire ceci. TXL coûte 80 000 ou 100 000 $. Il faut dire aussi que nos médias sont un peu retardataires. C'est depuis le mois de mai. Oui. En Corée, il faut peut-être beaucoup de journalistes ou des médias ne lisent pas l'anglais. J'ai la chance d'être bilingue. Mais il y avait un communiqué déjà qui programmait, qui avait un accord entre la société Hyundai. C'est sorti dans Herald, le journal qui paraît. Mais évidemment, les problèmes de langue font que, au lieu d'en débattre au mois de mai, les Congolais prennent du temps pour venir en débattre. Non, la palissade coûte moins cher. Hyundai va s'installer ici. Et ils font quoi? C'est comme dans les publicités, ce sont des Coréens, ils font face au marché des Japonais et d'autres qui vendent des véhicules. Ils ont fait des discounts, comme on dit en anglais. C'est quoi ça? Ce sont les réductions. Oui, les prix publicités, les prix promotionnels, pour qu'ils s'installent également dans notre pays. Donc, les palissades ne coûtent pas cher. Dans tous les cas, représentant de la nation, moi, j'ai reçu de toutes parts. Ce n'est même pas, ce sont peut-être ceux qui m'ont élu qui vont conduire la palissade. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter, ils sont heureux que je l'ai, un député national dans un pays qui va à vélo ou à moto
nous devrions avoir honte. Non, c'est peut-être eux-mêmes, parce qu'un député toucherait 6 000 à 13 000 $ et il pourra certainement avoir une Jeep de 8 000, 10 000 $. Vous êtes dans les à peu près. Et s'il touche effectivement de l'argent, donc il peut se payer une palissade, ça dépendra, c'est un montage financier de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a commandé, et parce que cette Assemblée, au terme de l'article 100, dispose d'une autonomie financière. Et puis, on ne comprend pas dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de carte Visa où les gens détournaient l'argent. On a voulu tout simplement détourner l'attention. Mais ici, les députés nationaux ont toujours des véhicules. Et parfois, ils en ont eu deux. Une à l'entrée et une autre à la sortie. Donc, je crois que les médias doivent... j'ai confiance dans les médias. Mais quand les politiciens, de plus en plus des populistes pour plaire, comme je vous ai dit au niveau des amendements où une composante n'a jamais soumis un seul amendement et on va dire à la nation, on a charcuté notre loi qui n'était même pas votre loi parce que vous n'aviez jamais conçu une loi. Donc, nos journalistes, nos médias doivent être sévères vis-à-vis de nous-mêmes, comme vous l'êtes d'ailleurs en me posant des questions. Nous sommes prêts et nous devons rendre compte. Et je crois que votre mission tend vers la fin avec moi. Mais je dois vous remercier parce que nous, en tant que les députés nationaux, représentants la nation, nous sommes 501 personnes à représenter la nation, pas plus. La première, c'est le président de la République. Et puis les 500 députés, nous représentons la nation. Nous avons des comptes à rendre à la nation. Merci donc de m'avoir donné cette occasion pour expliquer à la nation et donner quelques éclaircissements sur les points qui ont fait l'objet du débat. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes président PAJ. Vous êtes aussi député national. Ça n'est fini. Tout de suite, notre deuxième invité. Cette fois-ci, on va parler des écrits du confinement.